Aujourd'hui, 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons d'infortune. 28 ans après, le dossier Thomas Sankara suit finalement son cours avec le régime de la transition. Escale dans ce journal pour entendre un proche du défunt président Thomas Sankara. Boukari Kabouré, dit le Lion, était à l'époque le chef du bataillon d'intervention aéroporté basé à Koudougou. À suivre également dans cette édition, la difficile mise en œuvre du continuum éducatif, insuffisance d'infrastructures pour accueillir les élèves, comme c'est le cas à l'école primaire de la cité 1500 de Bassenko. Comment y remédier? Élément de réponse dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h15 de la télévision du Burkina. 15 octobre 1987, une date inoubliable pour le Burkina, 28 ans après l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. L'une de nos équipes était aux côtés de l'ex-chef du bataillon d'intervention aéroporté de Koudougou. Comment Boukari Kabouré, dit le Lion, a-t-il appris la triste nouvelle de l'assassinat du président Sankara? Qu'a-t-il dit à Blaise Compaoré ce jour-là? Élément de réponse avec Jean Zongo et Aboubakar Sagnon. C'est connu. Thomas Sankara et 12 de ses compagnons ont été assassinés le 15 octobre 1987. Boukari Kabouré, dit le Lion, l'un des proches collaborateurs du président Sankara, était à l'époque le commandant du BIA, le bataillon d'intervention aéroporté basé à Koudougou. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a cherché à entrer en contact avec le conseil à Ouagadougou pour comprendre ce qui s'est passé. Les lignes téléphoniques étant coupées, c'est vers 19h que le patron du BIA aura quelqu'un au bout du fil. C'est le commandant Lengani que j'ai eu en premier. Bon, il m'a dit, bon alors, Bill, comment ça va? J'ai dit, ça va pas mon commandant. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il ne répond pas. Je dis, où est Thomas? Il ne répond pas. Je dis, allô? Il dit, oui, lentement. Je dis, mais où est Zongo? Il me dit, Zongo est là. Où est Blaise? Blaise est là. Je dis, où est Lord Thomas? Il dit, je vais te passer Blaise. Bon, et finalement, quand il me passe Blaise, allô, Boukari? Je dis, où est Thomas? Il me dit que Thomas est mort. Bon, alors vraiment, j'étais suffisamment effarouché. J'ai tapé sur la table. Il y avait bel et bien des témoins avec moi. Certains sont morts, mais il y en a encore qui sont bel et bien vivants. Bon, il dit non, lui ne voulait pas le tuer. Il a envoyé l'arrêter, mais il y a eu beaucoup de tirs. Et lui, il a perdu beaucoup d'éléments. Et Thomas a perdu beaucoup d'éléments. Et finalement, Thomas lui-même, il est mort. Le coup d'État du 15 octobre 1987 a-t-il surpris le commandant du BIA? Personnellement, je n'étais pas surpris de la mort de Thomas parce que je savais très bien qu'on voulait le tuer. Et on en avait discuté plusieurs fois. Et lui-même, il a dit qu'il fallait qu'on laisse. Ça va se faire, que les gens vont parler de ce que nous on a fait là demain. L'enquête sur la mort de Thomas Sankara et de ses compagnons est en cours. Selon les résultats du rapport d'autopsie et du rapport balistique, tout porte à croire que les restes exhumés au cimetière de Dagnouin sont ceux des personnes tombées le 15 octobre 1987. Mais ces résultats doivent être confirmés par les tests ADN. Parlons toujours justice. Une audience foraine a réuni mardi les habitants du département de Kéré dans le Zundoyogo. Pour cette audience du tribunal de grande instance de Manga délocalisé, 2 dossiers ont fait l'objet de jugement. Le premier est relatif à un cas d'excision de 8 filles âgées de 2 à 17 ans et le second concerne un détournement de mineurs associés à une tentative d'avortement. Plus de précisions avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Le tribunal de grande instance de Manga, délocalisé à Béré pour 2 audiences foraines. La première est un cas d'excision où l'exciseuse, après avoir parcouru près de 110 km, a été aidée par 3 complices pour mutiler 8 filles âgées de 2 à 17 ans. La seconde est une histoire de détournement de mineurs dans laquelle un homme de 63 ans a flatté une fille de 16 ans avec de l'argent pour avoir des relations sexuelles. Cela aboutit à une tentative d'avortement et s'est soldé par un abandon de bébé. Je peux dire que l'impact est positif parce que non seulement ceux qui commettent et qu'on ne les prend pas sont là, la population est là, la loi est vraiment appliquée.
Le juge a condamné l'exciseuse à 12 mois d'emprisonnement ferme et a versé une amende de 150 000 francs. Ses complices ont écopé de 6 mois d'emprisonnement ferme chacun. C'est un message donc de fermeté, de répression, donc que nous avons voulu faire comprendre aux gens. Voilà, et tous ceux donc, qui ont assisté à l'audience, vraiment, je pense qu'ils ont compris. Voilà, ils savent à quoi s'attendre si un jour donc, ils venaient à commettre donc, de tels actes. Pour l'homme de 63 ans qui a été accusé de détournement de mineurs et de tentative d'avortement, il devra passer les 24 prochains mois derrière les barreaux et est condamné à verser une amende de 250 000 francs. La fille de 16 ans, accusée de délaissement d'enfants, s'en sort avec 3 mois d'emprisonnement avec sursis. Ismaël Diloma Sirma, nous étions dans le département de Béré. Et puis Joséphine Ouédraogo, la ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, était dans les locaux de l'AFEDI, l'association des femmes divorcées et des enfants en difficulté. À l'occasion, elle a remis des vivres et des kits scolaires à cette association qui œuvre dans le social. Reportage Hervé Kabouri. Joséphine Ouédraogo salue ici les efforts de l'Association des femmes divorcées et des femmes et enfants en difficulté, AFEDI. Par cette visite, la ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a pu toucher du doigt les réalités de fonctionnement de cette association. Une association qui œuvre pour redonner le sourire à une centaine de femmes et d'enfants victimes de problèmes sociaux. Constater que des personnes comme Madame Ilboudo, entourées des membres de l'association, et notamment des membres du bureau, dans des conditions modestes. Nous avons visité les locaux dans des conditions difficiles, se dévouent à la tâche pour redonner de l'espoir à ces personnes-là. Vraiment, j'en suis édifié et je ne peux que les encourager, les féliciter d'abord et souhaiter que leur œuvre prospère. Joséphine Ouédraogo n'est pas venue les mains vides. Des vivres et des kits scolaires ont été remis à l'association en vue de soutenir ses activités. Un geste salué à sa juste valeur par les premiers responsables de AFEDI. La ministre de la Justice compte poursuivre une série de visites à d'autres associations œuvrant toutes dans le domaine social. Cap sur Koudougou, où le foncier rural est au centre d'un atelier depuis hier. Il s'agit pour les participants de passer en revue le nouveau guide d'élaboration des chartes foncières locales, des plans de recrutement, de même la formation de l'ensemble des acteurs. Reportage Mamadou Dabiré et Nyarkiteda. C'est en 2007 que le Burkina Faso a adopté la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural, suivi de la loi portant régime foncier rural en 2009. Objectif, améliorer la gouvernance foncière avec comme zone pilote 47 communes du pays qui révèlent aujourd'hui des acquis certains. Nous avons des acquis en ce qui concerne les outils et actes de mise en œuvre de cette loi. Nous avons des outils en ce qui concerne l'équipement. Nous avons des acquis en ce qui concerne le renforcement des capacités. Nous avons des acquis en ce qui concerne même la procédure de délivrance des titres. Et c'est pour justement partager et renforcer ces acquis que se tient la rencontre de Koudougou entre techniciens et acteurs du domaine en vue de l'élaboration de nouveaux outils et l'actualisation de ceux déjà existants pour prendre en compte la dimension nationale. Il s'agit essentiellement des documents portant sur le recrutement, des documents également portant sur la formation des services fonciers ruraux et également un guide méthodologique pour l'élaboration des documents qui serviront donc pour la gestion du foncier au niveau local. Il sera donc question à Koudougou pour ses participants de passer en revue les différentes réformes pour assurer à l'ensemble des acteurs ruraux l'accès équitable au foncier, la garantie de leur investissement et la gestion efficace des conflits fonciers. Je vous l'annonçais en titre, le continuum éducatif pose un problème d'infrastructure à la cité 1500 de Bassenko. L'école primaire de la dite zone doit céder 3 de ses 6 classes au sujet jusque-là établies dans des salles d'emprunt. Une proposition de la direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation rejetée par les parents d'élèves qui estiment que toutes les classes sont occupées cette année. Draman Guinée.
École primaire de la cité 1500 de Bassenko. Pas question de céder une partie de cette école au CG de la localité jusque-là établie dans des locaux d'emprunt. Ces parents d'élèves rejettent en bloc la proposition de la Direction provinciale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'EPENA de faire cohabiter ces deux établissements primaires et collèges dans cette école de 6 classes. Toutes les classes sont déjà pourvues en élèves. On est allé voir les autorités. Depuis le 12 septembre, on court après les autorités pour nous donner une issue favorable à la chose. On ne peut pas venir prendre 3 classes pour faire le CG et demander aux tout petits, même si j'ai mon enfant, c'est le bon sens quoi. On ne peut pas privilégier un grand au détriment du petit. Après concertation, la DPNA parle du malentendu qui a fait inutilement des gorges chaudes. Pour elle, la décision est prise en considérant que ces 3 classes étaient encore vacantes. Et les parents d'élèves sont venus nous voir, ils ont dit qu'ils ont assez d'élèves pour ouvrir d'autres classes. Donc la solution, le CG de Bassenko qui était dans un bâtiment d'emprunt reste dans le bâtiment d'emprunt et on a trouvé une autre salle pour occuper la classe cette année pour le CG. Les autorités ont pu trouver une autre solution et on va construire un autre CG à Bassenko A pour résoudre le problème du poste primaire. Donc l'école de la cité reste avec ses bâtiments et ils vont les occuper. Les 3 salles rétrocédées, les parents d'élèves demandent leur ouverture et le démarrage effectif des cours avec l'affectation des 3 enseignants manquants. On en vient à ce geste de solidarité. Le consulat de Monaco vient de mettre à la disposition de 4 associations burkinabè des chèques et des fournitures scolaires, le tout d'un montant de près de 7 millions de francs CFA. Un geste qui soulage ces associations qui s'investissent dans l'humanitaire. Reportage, Bouma Ernest Nebier. Un chèque de près d'1 400 000 francs CFA mis à la disposition de l'association sous nom Poukri. Le geste est du consulat de Monaco. Il devra permettre à cette association qui œuvre dans le domaine de la prise en charge des enfants infectés par le VIH-Sida de mener à bien ses activités sur le terrain. Cette aide-là, ça nous plaît beaucoup. Ça va aider beaucoup de personnes parce que nous, on veut faire annonce des sérologies des enfants. Comme elle, 2 autres associations ont aussi bénéficié du même geste. Il s'agit de l'association Collaboration à la santé publique du Burkina et du groupement Wenpanga qui mène des activités génératrices de revenus à travers la fabrication et la commercialisation du savon dans la commune rurale de Zabré. Des kits scolaires ont été remis à l'occasion à une structure dénommée la Coalition des intervenants auprès des jeunes et enfants de la rue. Nous avons une association dénommée Association Kyogo, une association d'aide à l'enfance et qui a des difficultés justement dans le domaine de la scolarisation de ses enfants. C'est dans ce sens-là que la principauté de Monaco a bien voulu entendre notre cri de cœur. Le choix est très simple, c'est en fonction du sérieux des associations et de leur implication sur le terrain que nous apprécions ce qu'ils font. Cette aide du consulat de Monaco s'inscrit dans le cadre du fonds micro-projet alloué par la direction de la coopération internationale de Monaco pour le financement d'actions ponctuelles de développement ou d'urgence au Burkina. Autre point de l'actualité, vous l'avez sans doute remarqué, sous nos cieux, les perruques sont actuellement à la mode. Un choix qui, selon de nombreuses femmes de la ville de Sia, s'explique par le gain financier et en temps. C'est un dossier signé Lamine Karantao et Sanoa Christine Koulibaly. Dans ce salon de coiffure, la confection et la vente de ces postiches semblent prendre le dessus sur les autres types de coiffure. Les perruques portées il y a quelques années encore par une certaine catégorie de femmes, notamment les adultes et surtout celles qui souffrent de problèmes de calvitie, connaissent aujourd'hui un regain d'intérêt. Et ce, pour diverses raisons. Ça fait 3 ans que je porte les perruques. Les perruques sont économiques. Tu peux les porter quand tu veux et puis les enlever comme tu veux aussi. Le phénomène est d'autant plus exacerbé qu'un texte interdit le port des mèches dans les établissements d'enseignement scolaire. Les perruques ont des avantages, beaucoup d'avantages même. À l'école, on n'aime pas qu'on porte les mèches encore. On préfère natter nos têtes maintenant
Mais si on revient à la maison, si on doit partir en ville, on porte les perruques. Ce qui n'est pas sans incidence sur les activités des coiffeuses et même les vendeurs de mèches. Avec la loi qui vient de donner à les filles aujourd'hui de ne pas porter les mèches tissage. Donc ils sont obligés actuellement de faire les perruques. Une fois arrivés à l'école, ils enlèvent pour mettre ça dans le sac. Bon, pourtant quand c'est comme ça aussi, ça devient difficile chez nous. Parce que le marché, il savait que c'est la population et puis la jeunesse. Avec l'arrivée des perruques, ça joue un peu sur le travail. Parce que les gens préfèrent perruques plus que de venir s'élater. Ils préfèrent gagner en temps, quoi, que de venir s'asseoir, prendre des heures avec les tissages ou autres. Ça a diminué la clientèle chez nous. Pour faire face à cette conjoncture, certains salons se sont lancés dans la confection et la vente des postiches. Tissage, fixage, bref, tous les types de coiffures ou presque sont désormais possibles en perruque. Il y a tout modèle de perruque qu'on peut faire. Les modèles simples, ça commence à 2000. Et les modèles compliqués, genre le coût 3500. Avec les fixés, ça c'est plus difficile. Ça commence, ça varie du nombre du paquet. Sur les conséquences du port des perruques, les avis des femmes sont divergents. Avec les perruques, on est plus à l'aise. Quand tu portes des perruques, ça aide même les cheveux à pousser. Bon, les gens ne comprennent pas que les perruques aussi, que ça gâte les cheveux. Chaque fois mettre les perruques, l'air ne pénètre pas dans les cheveux. Pourtant, les cheveux ont besoin de respirer aussi. En la matière, que pensent donc les spécialistes de la peau? Il faut voir les problèmes de santé sous deux angles. Ou bien c'est le contact avec cet objet extérieur qui crée le problème, ou bien c'est l'environnement créé par cet objet extérieur qui crée le problème. Pour venir au contact, vous voyez un peu comment c'est constitué une perruque. Il y a un fond sur lequel on monte tout ce qu'on veut. Le contact avec le cuir chevelu peut provoquer une réaction d'intolérance qui va se traduire par des pellicules, par un prurite. Le cuir chevelu va gratter, ainsi de suite. Ok? Alors, en dehors du contact avec le cuir chevelu, il y a l'environnement aussi créé par les perruques. Les perruques, il y en a qui sont hermétiques, il y en a qui sont aérées. Il semble que c'est sur des collants on monte. Ce manque d'aération va créer une chaleur et très souvent de l'humidité. Et ça, c'est le lit préférentiel pour les champignons. Loin de décourager le port des perruques, qui a des avantages certains, Dr Konaté préconise soit d'éviter le contact de la matière insupportable avec le cuir chevelu, soit de porter les perruques aérées ou encore de les enlever de temps à autre pour éviter la chaleur, donc l'humidité, source des champignons. Ce 15 octobre, les quotidiens consacrent leur livraison du jour à la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. La revue de presse de Sibidi, Issa Lankwande. 28e anniversaire de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara, les quotidiens sont unanimes sur l'espoir né des avancées dans le dossier. Espoir de voir enfin la vérité et la justice s'amorcer, écrit le quotidien, pour qui la chute en octobre 2014 de Blaise Compaoré et la récente dissolution de sa garde prétorienne constituent les événements majeurs qui ont bousculé les tabous dans ce dossier. Pour le journal, reste maintenant à la justice de jouer sa partition en prouvant son indépendance et son impartialité, non seulement dans le dossier Sankara, mais aussi dans tous les autres dossiers de crimes politiques. Un 28e anniversaire qui appelle à un devoir de mémoire pour le père de la révolution burkinabé, selon Sidoya. Le quotidien d'État revient pour l'occasion sur la vie politique de l'homme, son cursus scolaire, sa carrière militaire, son accession au pouvoir et son assassinat. Une vie qui a fait de lui une référence pour la jeunesse africaine et pour de nombreux hommes politiques. Devoir de mémoire également pour le pays, qui revient sur l'interview de Blaise Compaoré au lendemain de l'assassinat de son compagnon. Le capitaine Compaoré nie toute implication dans la mort de son ami, attribuant la responsabilité à des soldats qui lui sont fidèles. Et toujours dans les colonnes du pays et sur le même sujet, l'avocat de la famille révèle que si des charges sont retenues contre Blaise Compaoré, il sera convoqué.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain à la même heure.